Merci tout d'abord d'être aujourd'hui parmi nous. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vous demande d'applaudir Bernard Monod et Marion Maréchal-Le Pen. Chers amis, comme vous avez pu le constater lors des élections municipales de mars 2014, notre mouvement a dépassé ses espérances avec plus de 1500 conseillers à travers la France. L'Allier a élu 3 conseillers municipaux, 2 à Vichy, Jean-Pierre Sigaud et moi-même, et un à QC, Arnaud Couture. Je suis une conseillère communautaire pour Vichy-Val d'Allier. Je serai donc la seule élue Front National à siéger dans la communauté d'agglomération. La Fédération Front National de l'Allier remercie tous les électeurs qui se sont exprimés dans les urnes le 23 mars. Mais le combat n'est pas fini. Alors que se sont terminées les élections municipales, le Front National est déjà en campagne dans la région Massif Central Centre. La mobilisation est donc de rigueur pour ces élections européennes 2014 qui auront lieu le 25 mai prochain. Outre nos invités d'honneur, Marion Maréchal-Le Pen et Bernard Monod, nous avons le soutien de quelques colistiers, dont Martial Môme, qui est de la Creuse et premier conseiller municipal de Guéret. De la Creuse. Oui, de Guéret, de l'histoire. Anne Foreau. Bravo. Qui est conseillère municipale à Clermont-Ferrand. Jean-Yves Narquin. Qui est le seul maire Front National réélu dans la commune de Villedieu-le-Château. Et donc vous avez peut-être déjà écouté parler de lui, puisqu'il est le frère de Roselyne Bachelot. Donc pour le coup, Jean-Yves Serassi, mais il va se relever parce que je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole quelques instants pour vous livrer mon témoignage, effectivement, d'être un maire réélu et d'être seul dans ce cas de figure. Tu viens de le souligner, tombé dans la marmite quand j'étais tout petit. J'ai été élevé dans une famille très politique et j'ai moi-même participé en étant 10 ans attaché parlementaire de mon père Jean Narquin qui était député de Maine-et-Loire et de Roselyne, député qui lui a succédé. Donc j'ai eu l'avantage de bien connaître la politique de l'intérieur et puis dans mon petit village de Loir-et-Cher, un jour on m'a proposé de devenir maire parce qu'il y avait des dissensions locales. On pensait que sur la base de mon savoir-faire, je pouvais aider à ramener la paix à l'intérieur du village. C'est ce qui s'est passé. Sont arrivées les élections présidentielles et on m'a sollicité pour donner mon parrainage. Et j'ai dit que je le donnerais très volontiers à Marine Le Pen. Alors là, tout de suite, on est venu me tirer la manche et on m'a dit, mais alors tu te rends pas compte de ce que tu fais là? Là, c'est terrible, c'est un suicide politique. Voilà, tu as été élu maire, mais alors tu ne seras jamais. Ah bon? Ben, je donne quand même mon parrainage. Et puis ensuite, en contact avec Marine, elle m'a dit, sur la 3e circonscription du Loir-et-Cher, on aimerait bien avoir une candidature d'ouverture.
est-ce que ça vous dirait, monsieur le maire, d'être candidat du Rassemblement Bleu Marine? Je dis chiche, j'avais déjà été candidat aux législatives avec un score très honorable de 19%, et je dis, j'y retourne, en portant le pavillon, effectivement, du Rassemblement Bleu Marine. Alors là, je ne vous dis pas les commentaires ont été terribles. Alors, t'es mort, c'est terminé, on t'oublie, tu n'existes plus, voilà. Arrivent les élections municipales, et j'ai deux listes face à moi, et aux surprises, au premier tour, la totalité de ma liste et moi-même, nous sommes réélus. J'en tire une conclusion, c'est que j'ai autour de moi, dans le département du Loir-et-Cher, des tas d'élus, des tas de responsables d'associations qui viennent me tirer par la manche en me disant « Jean-Yves, c'est bien ce que tu fais, ah, c'est courageux, mais moi je peux pas, je voudrais bien, mais parce que je veux pas me fâcher avec le conseiller général, je veux pas me fâcher avec mon député, je veux pas me fâcher avec mon président de commune. » Donc, ils partent du principe qu'ils ne doivent pas afficher leurs couleurs, ils ne doivent pas dire leurs convictions. Et si je veux livrer aujourd'hui un seul témoignage en étant le plus bref possible, c'est de dire « Mon exemple n'a de valeur que de démontrer qu'on peut parfaitement afficher ses idées politiques et vous serez reconnu par vos concitoyens. N'hésitez pas, engagez-vous, c'est la qualité de votre travail qui fera la différence à la fin. Et donc, n'ayez pas peur, comme disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur, engagez-vous, montrez qui vous êtes, montrez vos convictions et affichez vos couleurs. Je vous remercie. Merci Jean-Yves pour ces quelques mots. Nous allons pouvoir écouter maintenant notre tête de liste pour ces élections européennes, Bernard Monod, qui est économiste et financier dans une société civile et stratégiste économique du Front National. Il est co-concepteur du programme de patriotisme économique et créateur du plan de désendettement de la France présenté lors de la campagne présidentielle de 2012. Je vous demande d'écouter Bernard Monod qui va nous parler de ce programme. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'être d'abord présents à cette journée à Vichy. Vichy, moi je suis assez attaché, j'y avais déjà passé mon enfance en cure thermale avec mes parents. Ça me fait plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui. Je voulais également remercier également tous mes colistiers, Claudine Lopez, l'organisation de cette journée, et puis en particulier remercier Marion qui nous fait l'honneur de sa présence, nous soutenir dans cette campagne européenne qui s'annonce lente. D'abord oui, applaudissez-la. Donc cette campagne européenne qui s'annonce lente à démarrer, effectivement, par rapport à nos adversaires, l'UMP, le PS, mais également dans les médias qui, effectivement, ne relaient pas l'importance de cette campagne électorale qui a des enjeux considérables sur notre vie. Donc on vient devant vous pour parler, effectivement, de votre pays qui est en danger, de votre région, de vous-même et puis de votre avenir. C'est ce qui a fait que moi, Claudine vous l'a dit, je suis dans une institution publique française, je suis économiste, financier, j'aurais pu rester bien au chaud dans ma carrière, mais je considère, compte tenu de mon analyse, du diagnostic de la situation, qu'il fallait s'impliquer, qu'il fallait s'engager, parce que la France est réellement en danger, nous disons au Front National, sur beaucoup de sujets depuis des années, depuis des décennies même. Mais là, franchement, le danger est mortel pour la France. Mortel pourquoi? Parce que dans l'idéologie qui nous est imposée par l'Union européenne, par Bruxelles, eux-mêmes soumis et inféodés au marché financier, également au dogme en fait ultralibéral et mondialiste qui nous est imposé au travers de l'ensemble des lois que nous vivons. Je crois que certains d'entre vous le savent déjà, mais il est bon de le rappeler. 80% des lois qui s'appliquent aujourd'hui en France sont des directives techniques européennes, votées, décidées à Bruxelles par les technocrates de Bruxelles,
et qui sont passées en vote au Parlement européen et qui sont ensuite transcrites, transposées en loi française et qui sont votées à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Donc si vous voulez, c'est au quotidien que l'Union européenne et Bruxelles nous impliquent, nous norment, nous formatent à sa vision du monde qui est mondialiste, qui est ultralibérale, et nous en mesurons tous, que ce soit les jeunes, les gens en activité, voire les retraités, la difficulté que l'on a à vivre de plus en plus en France, cette façade de France que nous connaissions dans le passé qui est en train de disparaître, tant au niveau du formatage du pays, du recul de l'État, puisqu'il faut savoir que cette soumission de la France à Bruxelles, c'est un recul de l'État considérable. Bruxelles, c'est le temple des européistes, c'est le temple de l'argent roi, c'est le temple des lobbyistes. Vous savez, les lobbyistes, c'est le terme anglais pour dire que vous avez une multinationale qui met en place ses salariés en permanence à Bruxelles. On en compte, je crois, au bas mot, 15 000 par an qui sont en demeure comme ça et qui, au quotidien, vont apporter leurs consignes, leurs exigences aux technocrates et aux bureaucrates de la Commission de Bruxelles, qui ensuite l'écrivent sous forme de projet de loi, les passent au Parlement européen. C'est bien entendu acté puisque la majorité aujourd'hui, que ce soit le PPE ou l'autre parti social européen, passe main dans la main l'ensemble de ces lois. Donc si vous voulez, c'est cette soumission à Bruxelles qui fait que depuis une bonne décennie et depuis en tout cas l'entrée en vigueur de l'Union européenne, la construction européenne depuis le Maastricht, vous vous souvenez, en 92, on nous promettait du miel et du lait, on nous promettait du plein emploi, on nous promettait du pouvoir d'achat, on nous promettait plus de protection par rapport à la compétition et la concurrence mondiale, à la fois économique mais également militaire, enfin dans tous les domaines qui ont fonction régalienne de l'État, et bien on nous proposait toujours plus, toujours mieux, et 20 ans ou 22 ans après, donc en 2014, on s'aperçoit que c'est un fiasco total, que d'ailleurs les gens ne s'y trompent pas, majoritairement ils rejettent cette Europe. On en parlera juste après en termes de transformation, en termes électoraux, c'est là que le problème se pose, mais donc voilà ce qui s'impose. Alors concrètement, l'Union européenne nous interdit de faire du protectionnisme économique, nous interdit de faire du patriotisme, du protectionnisme intelligent, du patriotisme économique. Donc toutes ces notions-là qui font qu'on défend le pays et que tous les autres pays dans le monde ont tous les moyens de défense, je pense aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à la Chine, aux grands pays, aux grandes puissances économiques mondiales, le Japon également. Ils ont leur monnaie, ils ont leurs frontières, ils ont leur banque centrale, ils ont leur gouvernement qui défend l'emploi et l'économie nationale. Mais nous sommes ouverts aux 4 ans du mondialisme avec cette Union européenne et également la zone euro. Vous savez que la zone euro, c'est 18 pays dans les 28 pays de l'Union européenne, dans lequel on nous a imposé cette euro-monnaie unique, dont je parlerai juste un petit peu après. Donc, concrètement, vous voyez effectivement les fonctions régaliennes de l'État qui reculent, la présence des services publics qui, tout doucement, est en recul, disparition progressive de la poste, de la gendarmerie, des écoles qui ferment, des petits commerces, bien entendu, parce que quand l'État disparaît, bien entendu, tout le dispositif et le maillage économique qui se met en veille et en panne plutôt. Et à partir de là, vous avez les commerces qui ferment, les artisans qui ont moins d'activité, et puis vous voyez des zones comme ça qui se désertifient, qui se sinistrent en termes économiques au niveau de l'activité des entreprises. Alors, là on est en train de nous faire un cinéma, jusqu'à présent le héros avait échoué dans la mise en place de ce qu'on nous appelait à l'époque les plans de rigueur, et puis maintenant de plus en plus la pression de l'Union européenne nous impose l'austérité, donc les termes sont de plus en plus, la sémantique est importante, hein, on monte en graduation, donc il faut faire des économies, mais des économies elles sont faites là où ça fait mal, toujours sur les sujets sociaux, sur les sujets économiques, sur les sacrifices des citoyens,
et jamais sur ceux qui pèsent sur notre économie et sur notre mode de vie. Nous pensons par exemple aux banques privées, nous pensons à l'euro, monnaie unique, pour lequel ils sacrifient tout, effectivement, et donc ils cherchent à nous imposer l'austérité. Alors ils l'ont emballé dans le terme pacte de responsabilité, proposé et accepté, proposé par le MEDEF, en particulier M. Gattaz, et puis également avec M. Hollande qui a accepté le projet qui avait été concocté effectivement par le MEDEF. Donc ce pacte de responsabilité, c'est ni plus ni moins que la tenue de camouflage de l'austérité. Et qu'est-ce que c'est que l'austérité? C'est la facture du sauvetage de l'euro monnaie unique. Alors là, ils vont ponctionner dans vos poches 50 milliards d'euros dans les trimestres, dans l'année ou les deux ans qui viennent, 50 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis 2009, l'État avait commencé à faire quelques économies, environ 9 milliards d'euros entre 2009 et 2012. Vous voyez déjà dans quel état est le pays. La gendarmerie et les effectifs de police sont réduits d'environ 12 ou 13 000 personnes. Donc effectivement, après, c'est la problématique de la délinquance, de la violence. Tout à l'heure, Marion nous en dira un mot en termes d'insécurité grandissante, et puis également sur l'immigration, c'est le sujet qu'elle devrait traiter. Mais le recul de l'État, la disparition des services publics, c'est ça, c'est le recul, effectivement, de tout ce que vous avez connu par le passé, de ce qui faisait la France, donc une France indépendante, une France forte, et avec donc un recul de l'État. Et puis c'est aussi l'augmentation du chômage. Encore hier, vous avez entendu parler de la hausse du chômage donc du mois de mars. On voit que M. Hollande a un mal fou à inverser cette courbe du chômage qui n'a de cesse que de monter. Donc c'est la vraie problématique pour eux. Malheureusement, je vous le dis, en tant qu'économiste, le chômage va continuer à croître de plus belle. Pourquoi? Parce que l'euro est une monnaie chère, et quand on a une monnaie chère, on a une inflation basse, et quand on a une inflation basse, on a un chômage élevé. Sachez que toute la classe politique, depuis des décennies, a consenti, a accepté, voire pour certains les plus cyniques, ont organisé le chômage. Pourquoi? Parce que dans leur modèle, dans leur idéologie économique, eh bien, ils ont besoin du chômage pour faire baisser les salaires. Et pour faire baisser les salaires, eh bien, on fait diminuer l'inflation. Et pour faire diminuer l'inflation, eh bien, on accepte effectivement la hausse du chômage. Donc l'euro cher est voulu, ils vont tout sacrifier, ils ont déjà commencé à le faire depuis 4 ans, puisque sachez que l'euro aujourd'hui a déjà coûté à la France 70 milliards dans vos impôts, dans la perte de vos prestations sociales et du service public. Et la France est engagée à hauteur de plus de 450 milliards sous forme de caution. Vous savez ce que c'est qu'une caution, hein, quand vous portez caution pour un bien de votre enfant à louer, c'est vous, parents, qui payez si le loyer n'est pas payé par l'enfant. Et bien c'est exactement la même chose avec la France. On est engagé à près de 525 milliards d'euros pour sauver l'euro monnaie unique. Donc ils vont tout sacrifier, préparez-vous. Et donc le pacte de responsabilité va être mis en place. Et le Premier ministre va faire valser les Français avec 19 milliards d'économies sur l'État, avec 11 milliards environ sur la sécurité sociale, avec 10 milliards sur les collectivités territoriales. Et donc tout ça va se mettre en place dans les trimestres qui viennent, et les Français vont souffrir. Donc la problématique, elle est là. Au-delà de ça, si vous voulez, vous avez le montant de la dette qui s'envole, parce que malgré tous les sacrifices qu'ils vont nous réclamer, eh bien, les déficits réduisent de manière très très faible, et la dette continue à croître. Sachez, mesdames et messieurs, que la dette va atteindre 2000 milliards cette année. C'est un sommet qui n'a jamais été atteint. Nous étions dans les années 73-74 avec 0 de dette et de déficit public. 40 ans après, nous avons 2000 milliards. Dans ces 2000 milliards, nous n'avons jamais remboursé 1 euro ou un franc de l'époque de cette dette. Elle ne fait que croître, qu'embellir, que grossir. Et malgré, encore une fois, tous les efforts que nous ferons, nous n'arrivons pas à inverser ce processus-là. Sauf si le Front National, par bonheur, arrivait au pouvoir, parce qu'à ce moment-là, nous proposerions d'autres solutions que je vais vous décliner juste après. Alors, donc, nous allons passer tout doucement dans le statut d'esclave. Sachez-le, préparez-vous,
ne vous le disent pas, mais moi je tiens à vous le dire, nous allons passer sous un statut d'esclave de la dette, parce que pour effectivement payer les intérêts de la dette et tenter de rembourser la dette elle-même, eh bien ils vont casser votre sécurité sociale, ils vont casser vos retraites, ils vont casser tout ce qui est les régimes de protection sociaux que nous connaissons depuis après-guerre. Et ça a commencé. Vous avez entendu parler des premières annonces de déremboursement des 5 premières consultations chez les médecins. Donc voilà, on prépare l'opinion publique. Alors moi je ne suis pas contre dérembourser ceux qui abusent des services publics, de la santé publique, mais effectivement à ce moment-là ils devraient supprimer les 5 visites de consultation médicale, mais après les 5 premières, et les 5 suivantes, pas les 5 premières. Voilà, je pense que chacun d'entre vous ici va 2-3 fois par an chez le médecin, et ce n'est pas un abus, c'est un droit. On paye suffisamment de cotisations pour ça, pour avoir droit à ces services. Donc, préparons-nous et essayez bien entendu autour de vous de sensibiliser les gens, parce que ni l'UMP, ni le PS, encore moins le MEDEF et encore moins l'Union Européenne et Bruxelles vous dira les plans qui sont dans leur dossier pour effectivement trouver les économies de 50 milliards d'euros. Au-delà de ça, ça c'était au niveau français, si on se met à l'échelon international et mondial, nous sommes dans une concurrence déloyale totale en termes économiques et en termes sociaux. En termes social, il faut savoir que nos travailleurs français sont en concurrence en permanence avec, de plus en plus, avec ce qu'on appelle la directive d'intérim européen. C'est-à-dire que vous avez des travailleurs qui vont venir d'Europe de l'Est, qui viennent d'Albanie, qui viennent pas de Turquie, mais parce que ça va bientôt forcément s'ouvrir au niveau des oui, enfin, l'Albanie, qu'est-ce qu'il y avait, la Slovaquie, la Roumanie, et puis, et moi ce que je crains effectivement avec l'éclatement de la République ukrainienne, c'est effectivement que l'Ukraine aussi rentre dans ces pays-là. Donc vous allez avoir une multitude de travailleurs qui vont forcément venir dans l'Europe de l'Ouest, et en particulier en France, forcément, c'est là qu'il y a la meilleure protection sociale, donc on va venir en France, et bien entendu, vous avez des chantiers publics de grandes entreprises françaises qui emploient aujourd'hui 30, 40, 50, 60% d'ouvriers, voire de certains de cadres qui viennent travailler à la place des travailleurs français. Alors, la problématique, c'est que non seulement ils prennent le travail des Français, mais en plus de ça, ils sont beaucoup plus compétitifs que les travailleurs français, puisqu'ils dépendent du barème social de leur pays d'origine, qui, en moyenne, coûte 25% moins cher aujourd'hui que les travailleurs français qui ont une meilleure couverture sociale. Donc voilà, concrètement, nous avons une problématique. Alors, quand on a près de 6 millions de chômeurs en France, parce que ça, ce sont les chiffres réels, hein, le chômage nous annonce à 3 300 000 avec la catégorie A, vous savez, de chômeurs, ça c'est l'affichage officiel. La réalité, c'est 5,9 millions de chômeurs, de quasi-chômeurs, d'inactifs et de gens dans la précarité. Quand on compte l'ensemble des catégories, y compris les chômeurs qui sont en outre-mer, parce que pour manipuler, pour tripatouiller les chiffres du chômage, eh bien on ne compte pas les chômeurs qui sont en outre-mer, forcément. Est-ce que c'est des Français et est-ce qu'il faut les comptabiliser? Ben non, si on peut les éviter, on le fait, mais c'est exactement les méthodes de calcul de l'INSEE aujourd'hui. Donc sachez, retenez le chiffre, 5,9 millions de chômeurs en France. Alors au-delà de l'intérim européen avec les travailleurs détachés, qui est en train de se mettre en place progressivement, eh bien vous avez ensuite la déréglementation des métiers qui sont protégés aujourd'hui en France, mais plus pour longtemps, avec, je pense aux taxis, je pense aux professions médicales, je pense aux professions juridiques, qui sont les artisans. Hein. Certains artisans ont une réglementation qui les protège, mais l'Union européenne, Bruxelles, est en train de travailler sur la déréglementation de ces métiers-là. Donc on va se retrouver au niveau de nos professionnels en concurrence avec l'ensemble de l'Union européenne. Donc vous avez 27 pays en concurrence avec la France. Voilà, donc attendez-vous effectivement à avoir une suite de fermetures d'artisans, de commerçants. Vous voyez la polémique également sur les taxis, avec une concurrence directe à l'heure actuelle, avec les taxis qui sont en freelance, comme ça, qui viennent comme ça prendre les passants, enfin les passagers, comme ça, en supprimant la protection de taxi.
Vous avez également la désertification des régions. Moi, je suis très touché par ça parce que, au fil de la campagne, je visite un petit peu les villages, les petites villes, etc. Et j'apprends de ci, de là que vous avez toute une rue de commerçants qui ont fermé, qui ne peuvent même plus vendre leur commerce parce qu'il y a de moins en moins d'offres et ils ont un mal fou, effectivement, à commercialiser et à revendre leur commerce. Donc, ils ferment purement et simplement. Donc, bien entendu, ça fait du chômage supplémentaire. Vous avez la délocalisation des entreprises, c'est la conséquence de l'euro fort, de l'euro cher, de l'Union européenne, des réglementations qui poussent les entreprises à se délocaliser. Bien entendu, ils vont du côté de l'Europe de l'Est, ils sortent de la zone euro, puisque l'euro est trop cher. Et puis, au-delà de ça, vous avez la désindustrialisation massive que vous avez suivie depuis toutes ces 20 dernières années. Il faut savoir que en 20 ans, c'est plus d'1 million de chômeurs, de travailleurs de l'industrie qui sont au chômage. 1 million de chômeurs sur les 5,9 millions. C'est considérable. Donc, vous avez encore un exemple tout à fait récent, il y a 2 jours. Vous avez le fleuron de l'industrie, de l'énergie et ferroviaire en France, qui s'appelle Alstom. Tout le monde connaît Alstom. Et il se trouve que Alstom a son capital une trentaine de % de la société Bouygues, la société française Bouygues. Eh bien, Bouygues est en train de chercher à vendre ses participations et ils sont en discussion directe d'entreprises privées à entreprises privées pour vendre la partie de son capital à un Américain, un géant de l'énergie américain qui s'appelle General Electric. Tout le monde les connaît. General Electric est sur le point de passer un accord d'achat de 30% du capital d'Alstom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, les TGV seront construites par une entreprise américaine. Vous connaissez les méthodes américaines, aucun sentiment. La notion de concept social, c'est pas vraiment leur première préoccupation. Donc on va se retrouver effectivement avec une entreprise qui va faire des plans de licenciement, qui va absorber toute la technologie acquise depuis des décennies par Alstom, qui va peut-être fermer les centres de recherche, ainsi de suite. Donc nous avons réagi extrêmement vite il y a 2 jours en lançant un communiqué en disant écoutez, l'État, nous, de notre point de vue de patriotisme économique, l'État stratège doit reprendre la main sur ce raid économique, sur cette absorption de l'entreprise, pour se substituer et faire acheter ça par la Caisse des dépôts et consignations. Alors, pour le bas de combat chez nos adversaires, donc l'UMP déjà, il ne savent pas trop comment se positionner. Et puis alors là, M. Montebourg, le nouveau ministre de l'économie, qui parle de vigilance patriotique. Et voilà, ils font du patriotisme, ils ont ouvert notre pays à tous les vents, ils ont confié toutes les fonctions régaliennes et souveraines de notre nation, ils nous ont dépossédé de notre monnaie, ils nous ont dépossédé de nos finances publiques en 2012, ils sont en train de nous déposséder, il faut savoir, de nos banques françaises. Les 5 banques françaises sont passées sous contrôle de la Banque Centrale Européenne, avec ce qu'on appelle l'union bancaire. Alors l'union bancaire, c'est un mot, un terme générique comme ça qui a l'air tout à fait banal et neutre, mais en réalité c'est exactement ce qui s'est passé à Chypre l'année dernière. Vous avez tous en tête, vous vous souvenez, au mois d'avril 2013, les banques chypriotes qui étaient en état de faillite et l'État chypriote qui était en situation de banqueroute. Eh bien, ils ont trouvé, ils se sont servis de Chypre comme d'un laboratoire, et ils se sont dit, on va arrêter de faire contribuer participer les contribuables financièrement pour sauver les banques privées, et puis on va maintenant utiliser les actionnaires, et puis surtout les clients des banques. Parce que s'ils veulent sauver leur banque, il faut taper sur le compte des clients. Donc, il faut savoir que l'Union européenne, la Banque centrale et le FMI, ce qu'on appelle la Troïka infernale, a autorisé le gouvernement chypriote et la Banque centrale de Chypre à taper et à ponctionner les dépôts qui sont sur le compte des clients privés, à ponctionner l'épargne qui est dans les banques privées pour justement sauver ces banques privées. C'est ce qui est en train de se préparer. Il faut savoir que la Commission de Bruxelles, il y a quelques semaines, a adopté le dispositif législatif concernant cette union bancaire et cette supervision par la Banque centrale. Et si une grande banque française, je dis bien si je le cite, c'est qu'il y a de bonnes raisons que ça se produise quand même, je vous alerte, c'est que les grandes banques françaises sont insolvables, mais tout comme les banques de la zone euro et comme les banques mondiales, l'ensemble du système bancaire mondial privé est insolvable. Toutes
toutes les pertes qui ont été accusées dans les années 2007-2008 sur les marchés financiers spéculatifs, vous avez tous en tête les subprimes, etc. Tout ça a été planqué hors des bilans des banques. Ils affichent un bilan qui est à peu près équilibré, sauf que s'il y a un deuxième choc de crise, eh bien vous verrez une succession de banques qui vont chuter, qui vont faire faillite. Et donc, moi, je vous alerte, en tant qu'économiste du front, je vous le dis, soyez très vigilants sur vos banques, prenez vos précautions, ne laissez pas trop d'économies si vous en avez dans vos banques, car le dispositif est en train de se mettre en place dans la zone euro pour ponctionner vos comptes si une de vos banques tombe en faillite. Sachez-le. J'insiste vraiment là-dessus. Voilà, donc voilà un petit peu le tour d'horizon. Alors après, au niveau économique, il y a également ce que j'appelle moi l'économie primaire. L'économie primaire, c'est l'agriculture, c'est l'élevage et c'est la viticulture. Alors, vous savez que depuis 25 ans, ils nous avaient proposé au niveau de l'Union européenne, déjà même il y a 30 ans, hein, avec le pacte, ce qu'on appelle la PAC, hein, la politique agricole commune. La politique agricole commune, de témoignage d'agriculteurs, c'est un nivellement par le bas. Depuis 20 ans, les agriculteurs et les éleveurs sont extrêmement malheureux dans leur métier, parce que d'abord ils ne vivent pas dignement de leur travail. Ce sont devenus des chasseurs de primes, donc ils vont à Bruxelles, enfin, façon de parler, ils montent leur dossier pour recevoir des aides agricoles pour pouvoir pratiquer leur métier et qu'on leur impose les normes qui sont déterminées par Bruxelles. Cette PAC est en train de réduire en termes de budget. Elle était jusqu'à présent de 13 milliards par an. À partir de 2014, elle est déjà tombée à 9 milliards. Elle devrait encore réduire jusqu'en 2020. Donc c'est une vraie peau de chagrin en termes budgétaires. Et les agriculteurs commencent à s'inquiéter. Parce qu'ils ont imposé un système qui a ouvert leur métier à tous les vents de la spéculation, puisqu'ils sont confrontés aux cours mondiaux du blé, de l'orge, du maïs, des céréales de manière générale. Et bien entendu, ils sont livrés à l'évolution et à la volatilité des marchés financiers. Donc vous avez une profession qui souffre énormément en termes de revenus agricoles par tête. Grosso modo, depuis une quinzaine d'années, les éleveurs ont perdu plus de 20% de leurs revenus. La profession est extrêmement inquiète. Et au-delà de ça, depuis 15 ans, depuis 20 ans même, la profession a réduit de 800 000 exploitants agricoles environ à moins de 500 000 à l'heure actuelle. Donc on voit bien que c'est une profession qui souffre. D'autant plus qu'il y a un nouveau projet que je qualifie moi de démentiel, c'est le traité transatlantique. Alors ça, vous en avez très très peu entendu parler, les médias n'en parlent pas, nos adversaires politiques, l'UMP, PS, Modem, etc., et les Verts qu'on devrait entendre sur ce sujet-là, on ne les entend pas. Et effectivement, le traité transatlantique, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de grand marché transatlantique de libre-échange, parce que ça c'est leur lubie permanente, c'est ouvrir le monde au libre-échange, à la libre circulation des personnes, étant entendu l'immigration, aux marchandises, aux capitaux et aux services, et donc tout ça doit aller et venir sans aucun contrôle. Donc ils veulent bien entendu maintenant faire ce grand marché entre l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada et l'Europe, parce que les États-Unis, voyant leur situation dramatique, parce que contrairement à tout ce qu'on peut vous dire, les États-Unis sont en crise profonde économique, qu'ils sont soutenus artificiellement par de leur dollar qui est produit à une quantité gigantesque, et c'est comme ça qu'ils soutiennent artificiellement l'économie, mais ils cherchent en permanence à exporter cette crise dans le monde entier. Et donc la dernière lubie, c'est effectivement ce traité transatlantique, alors qui va être négocié, qui est en cours de négociation silencieuse, voire secrète, entre la Commission de Bruxelles, qui a reçu mandat de la France l'été dernier, en 2013, du gouvernement donc Ayrault et du président Hollande, pour ouvrir les négociations au nom de la France entre Bruxelles et Washington. Et vous voyez donc M. Hollande débarquer il y a un mois à Washington, aller faire allégeance au président Obama pour lui dire « Ne vous inquiétez pas, nous sommes favorables à l'accélération des négociations pour que ça aille le plus vite possible et pour qu'on puisse mettre ce grand marché en place. » Sauf que les conséquences de ce grand marché, c'est tout ce que vous avez déjà connu avec les traités de Maastricht, avec les traités de Lisbonne. Chaque fois qu'on nous fait un traité, on est maltraité. C'est ça la vérité.
Donc, avec ce nouveau traité transatlantique, c'est ce qui va s'appliquer. Alors, préparez-vous à manger de la viande aux hormones, à manger du poulet lavé au chlore, à avoir des normes alimentaires qui seront très très faibles, et à avoir ce mode de vie de malbouffe qui va s'imposer littéralement à notre modèle français. Moi, je suis très inquiet pour la profession des agriculteurs. Pourquoi ? Parce que si ça se met en place, eh bien c'est la mort programmée de l'agriculture française telle qu'on l'a connue toutes ces dernières années, voire ces décennies, qui produisait quand même des produits de qualité, qu'on le veuille ou non, et qui nous fournissaient de la qualité alimentaire. Sans compter qu'au passage, on risque de perdre notre suffisance alimentaire, parce qu'on fera importer du Brésil, des États-Unis, des produits, des marchandises qui viendront bien entendu de l'étranger et sur lesquels nous n'aurons presque pas de contrôle. Voilà ce que nous réserve effectivement l'Union européenne, Bruxelles, les dirigeants actuels socialistes, avec des personnages comme M. Pascal Lamy, qui est le grand prêtre de l'OMC, vous savez, enfin maintenant il ne l'est plus, mais c'est l'Organisation mondiale du commerce, avec ce fameux libre-échange permanent, qui fait que notre pays est effectivement ouvert aux quatre vents. Au-delà de ça, je vous l'ai dit, forte baisse dans la profession agricole, donc des revenus agricoles, et ils en arrivent à un désespoir. Quand on interroge les agriculteurs, on sent un désespoir dans leur métier. Certains, les plus désespérés, et moi je trouve que c'est un drame humain, il y a un suicide tous les 2 jours dans le monde agricole. Il faut vraiment qu'on en ait conscience. Voilà ce que nous n'acceptons pas au Front National, et pour cela, je vous dirai dans un instant ce que nous proposons. Au-delà de ça, vous avez les problématiques de la ruralité qui est extrêmement menacée, avec l'ensemble des réformes qui sont en cours, qui ont déjà commencé avec les communautés de communes, et puis les dernières annonces lors du discours de politique générale du nouveau Premier ministre, M. Valls, qui nous annonce qu'il veut réduire le millefeuille administratif pour le passer au niveau des régions de 22 à 11 régions. Vous pensez bien que tout ça ne va pas se faire sans mal, et que bien entendu c'est encore les citoyens qui vont subir le coût que ce soit en termes de services ou en termes financiers, de ces réductions de présence de l'État et des collectivités territoriales. Donc tout ça a été soutenu, imposé par l'UMP, par le PS, vous savez que nous appelons ça au Front National l'UMPS, parce qu'en termes de modèle économique, social, de vision stratégique des choses, c'est exactement la même politique. Vous voyez bien, il n'y a aucune différence entre la politique menée par Sarkozy depuis 5 ans et la politique depuis 2 ans de M. Hollande. Voilà, au-delà de ça, une petite anecdote qui m'est revenue et pour laquelle je pense qu'il faut donner quand même de l'importance, c'est l'égalité entre citoyens au niveau de l'accessibilité à Internet. Il semblerait que dans les campagnes, que dans les zones rurales, il y a une certaine exclusion sociale, que ce soit les chômeurs, que ce soit les étudiants, que ce soit les artisans commerçants, ont un mal fou de se connecter à Internet. Pourquoi ? Parce que France Télécom, qui équipait, qui investissait beaucoup dans le temps, le fait beaucoup moins, puisque c'est une entreprise privée, et que, effectivement, les campagnes des zones rurales ne doivent pas être équipées de la même manière que les villes. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que nous ont mené comme politique depuis 20 ans l'UMPS. Donc, quand on les a opposés à nous, ils nous traitent d'incompétents en termes économiques, parce qu'on a cette folie de sortir de l'euro, vous vous rendez compte ? Sauf que quand on regarde les chiffres, le bilan de 25 ans du MPS, c'est 2000 milliards d'euros de dette cette année, c'est des déficits intérieurs, des déficits extérieurs, c'est 6 millions de chômeurs au bas mot. Jusqu'où vont-ils continuer avant de changer de modèle et d'avis ? Donc moi je dis que c'est eux les incompétents économiques, que c'est eux qui nous ont menés dans cette situation-là, et leur incompétence économique n'a d'égal que leur arrogance. Quand ils nous méprisent, qu'ils nous considèrent comme des sous-citoyens parce que nous sommes des militants en Front National, vous ne devez pas vous laisser faire par ces gens-là. Et ayez confiance dans le programme. Alors voilà pour le diagnostic et le bilan de ces gens-là.
Alors comment sortir de cette camisole de force européenne qui nous a dépossédé de notre monnaie, qui nous a dépossédé de nos finances, qui nous a dépossédé du contrôle de nos banques? Eh bien, nous, ce que nous souhaitons faire, c'est rétablir un État stratège qui permettra de récupérer les fonctions régaliennes de la nation, du peuple, qui permettra de contrôler nos frontières, et c'est ce que nous appelons le protectionnisme intelligent. Intelligent, pourquoi? Parce que c'est comme une barrière. Une barrière, elle s'ouvre, elle se ferme. Quand les produits sont favorables à l'économie française, eh bien on ouvre la barrière. Quand c'est défavorable, on ferme la barrière. C'est le principe des douanes, et c'est ce que nous comptons rétablir pour effectivement recréer de la richesse en France, pour essayer d'enrayer cette hémorragie de richesse qui est en place depuis des décennies. C'est également lutter contre les mauvaises dépenses publiques. Alors eux, ils veulent faire des économies, lutter contre les dépenses publiques, sauf qu'ils s'attaquent aux bonnes dépenses publiques, c'est-à-dire celles de votre sécurité sociale, de vos retraites, de la santé publique, etc., de la politique familiale. Eh bien, nous allons nous attaquer aux mauvaises dépenses publiques, c'est-à-dire lutter contre le sauvetage de l'euro. Ce sauvetage de l'euro, je vous ai dit, ça nous a coûté pas loin déjà de 525 milliards d'euros qui vont être ponctionnés au fil du temps dans vos poches, dans l'augmentation des impôts, dans la baisse des prestations sociales de votre pays. C'est également réduire le coût de l'immigration. C'est également supprimer carrément le budget de l'Union européenne. Le budget de l'Union européenne, je ne vous en ai pas encore parlé, c'est 20 milliards d'euros. Depuis Maastricht, la France donne l'équivalent en francs ou en euros de 20 milliards. Alors certes, on reçoit en retour environ 13 milliards, mais il reste encore un solde négatif de 7 milliards. Faites le calcul, 7 milliards depuis 20 ou 25 ans, c'est 14, 150, mettons 180 milliards d'euros qui sont dans votre dette publique aujourd'hui et qu'on va ponctionner dans vos poches pour pouvoir rembourser, bien entendu, les intérêts de la dette et la dette. C'est pour ça que je vous dis qu'on est en train de passer en statut d'esclavage pour dette. Vous avez également l'accès aux services publics, donc de la santé, de la sécurité, des transports, de la communication pour l'ensemble des Français. Et donc je vous citais l'exemple d'Alstom tout à l'heure. Alstom, ça doit être un fleuron industriel qui doit rester français. Il n'est pas question qu'Alstom passe sous pavillon américain. Et c'est là que nous devons réagir. Et de par nos prises de position, le gouvernement doit reculer sur l'acquisition par la General Electric de la structure Alstom. D'autre part, nous souhaitons également faire une grande politique de développement rural contre la désertification, je vous l'ai dit, c'est pour éviter que les entreprises ferment, qu'elles se délocalisent, favoriser également le tourisme rural avec du financement, l'aménagement des territoires, pour éviter que les touristes étrangers, certes on est le pays le plus visité au monde, mais passent leur temps au château de Versailles, mais visitent l'ensemble des territoires français qui sont magnifiques. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Il y a également, par opposition à la PAC, la politique agricole française que nous souhaitons mettre en place, que nous souhaitons augmenter en termes de budget, parce qu'au lieu de passer par la case Bruxelles, Paris peut très bien financer en direct par les aides agricoles françaises les agriculteurs, les éleveurs, pour faire une meilleure qualité. Nous opposer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au projet d'aimant de traité transatlantique, et puis également permettre aux agriculteurs le marché financier tel qu'ils connaissent depuis une bonne vingtaine d'années. Au-delà de ça, nous souhaitons rétablir la ruralité, la paysannerie française, parce que nous devons être fiers de ce métier ancestral qui entretient l'ensemble des territoires. Nous pensons également aux pêcheurs et aux chasseurs qui participent effectivement à l'écologie du pays et à l'entretien des territoires. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur les grandes lignes un petit peu de ce que nous réserve l'Union européenne sous sa forme actuelle. Ce que nous souhaitons faire, nous, c'est effectivement une alternative à cette Europe de Bruxelles. C'est une Europe des nations, une Europe des patries qui coopèrent entre elles. Pour cela, nous devons récupérer nos prérogatives et notre souveraineté sur le territoire national. Et ce qu'il faut être bien conscient, c'est que nos adversaires, qu'ils soient UMP, PS, vont encore tenter pendant cette campagne de nous retourner comme des crêpes, à savoir qu'ils vont nous faire des promesses de patriotisme. Entendez les propos de M. Wauquiez, entendez les propos de M. Montebourg. Ils vont tenter de nous
faire croire que ça va être l'Europe sociale cette fois-ci. Pour la 5e fois, ils vont nous faire le coup de l'Europe sociale. Et puis vous voyez qu'aujourd'hui, on atteint 20 millions de chômeurs aujourd'hui dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc ne cédez pas à ces sirènes, ils vous mentent éhontément, ils n'ont aucune vision, ils sont déboussolés, ils le voient le Front National monter et avoir de plus en plus d'écho au niveau de la population. La majorité des Français rejettent catégoriquement l'Union européenne telle qu'elle est sous cette forme aujourd'hui. Alors la problématique qui se pose, c'est qu'ils vont tenter de jouer l'abstention. On va avoir malheureusement un niveau d'abstention extrêmement élevé, il est donné à 65% à l'heure actuelle, mais il est en tête que s'abstenir, c'est voter UMPS. Il faut bien le dire à tous les gens autour de vous. Il faut faire du militantisme auprès de vos amis, auprès de votre famille, de vos collègues, et leur dire d'aller voter le 25 mai, parce que s'ils ne votent pas, ce sera une voie pour l'UMP, pour le PS et pour la poursuite de cette Union européenne ultralibérale et mondialiste. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'euro, l'Union européenne, c'est la misère, vous le jugez par vous-même. Le bon sens, c'est la France. Le Front National, c'est le social. Et comme nous sommes tous des euro-réalistes, disons non à Bruxelles et oui à la France. Je vais passer tout de suite la parole à Marion. À tous, je ne sais pas si le micro fonctionne bien. C'est arrêté. Attends, avec ma petite voix de Barbie, ça va pas être simple. Il est à plat. Il faut changer la pile. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Au moins, vous aurez le plaisir de constater que Bernard maîtrise son sujet. C'est le moins qu'on puisse dire sur tous les aspects. C'est vrai, il l'a dit au début de son discours que alors, le Front National tranche un petit peu en cette période de consentiment et de béatitude généralisée en ayant un discours, c'est vrai, réaliste mais alarmiste, en vous disant que nous sommes, je le crois vraiment, en tout cas pour ma génération, qui est la génération de la désillusion, après avoir été celle des promesses, dans une période de menace pour la France. Alors, c'est pas une menace classique dans l'histoire, on n'a pas un adversaire identifié, des armes en face, si vous voulez, c'est quelque chose de plus pervers, de plus insidieux, de plus diffus, et pour le coup qui est orchestré, et ça c'est pas inédit dans l'histoire, par la complicité des élites françaises. Ces élites françaises qui pourtant n'ont de françaises que le nom, je veux bien le dire, puisqu'elles s'attellent régulièrement à attaquer notre identité française. Alors il y a différents moyens pour cela, on pourra voir cela ensemble. Elle la condamne à l'oubli, déjà, à travers les manuels scolaires, ou elle la criminalise, carrément, quand elle ne la nie pas, parce que si vous êtes patriote, vous êtes facho, si vous êtes pour la priorité nationale, vous êtes xénophobe, si vous êtes contre la montée d'une revendication politique de l'islam sur le territoire, vous êtes islamophobe. Ça, c'est extraordinaire, ce terme. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y pencher un peu. Est-ce que vous avez déjà entendu dans le débat français cathophobe ou judéophobe? Maintenant, vous ne l'avez pas entendu parce qu'en France, il n'y a pas de délit de blasphème. C'est-à-dire que vous avez le droit de critiquer une religion. Et l'effet pervers de ce mot, et je dois dire que la gauche est extrêmement forte dans le combat sémantique, c'est que maintenant, la critique même de l'islam est criminalisée, est associée à du racisme. C'est-à-dire que si je vais sur un plateau télé et que je dis, je ne dirais pas, mais la religion catholique est une religion agressive qui pousse, à la violence, bon, vite, ça ne sera pas relayé plus que ça. En revanche, si je dis la même chose de l'islam, je dis voilà, l'islam est une religion agressive qui pousse à la violence, immédiatement, je vais être traité d'islamophobe et immédiatement, en inconscient, cela est criminalisé comme du racisme. Et c'est un effet extrêmement pervers sémantique qui est utilisé dans l'inconscient collectif pour, bien sûr, empêcher la critique de ces revendications politiques, mais indirectement pour complexer les Français dans la critique qu'ils pourraient avoir de la politique d'immigration. C'est très important que vous ayez conscience de cela.
Et l'effet pervers de cette attaque de l'identité, donc je vous dis, elle se fait par différents moyens. C'est aussi, vous pouvez le voir, par l'immigration, mais elle se fait aussi de façon très perverse également par la dislocation de notre État. Car, vous le voyez, notre État, l'État français, est vidé de sa substance par ses compétences qui sont transférées à l'Union européenne, tu l'as largement développé, mais également, et vous allez le voir de façon beaucoup plus forte lors de la réforme territoriale qui arrive, par des transferts de compétences aux régions. C'est-à-dire qu'on est en train de vider l'échelon national au profit d'une instance supranationale et au profit d'instances qui, en deçà de l'échelon national, donc les régions, à qui l'on va donner de plus en plus de pouvoir. Alors, je vous dirais que ça pourrait être finalement, à terme, un choix d'organisation territoriale comme un autre. Le problème en France, c'est que nous avons une particularité. Nous sommes, je dois le dire, une nation qui est un miracle historique. Il faut le rappeler. Nous sommes un État-nation. Ça n'est pas évident, puisqu'il n'y a pas de sens à l'histoire, c'est ainsi que ça s'est fait. Et nous avons une particularité, contrairement par exemple à l'Allemagne, lui qui a un modèle fédéral assez efficace, nous avons cette particularité d'être un peuple qui est assez composite, puisque à l'origine, nous avons des Celtes, des Latins, des Germains, et puis nous avons même des peuples de l'ensemble du pays du monde, parce que vous savez que les Martiniquais, par exemple, les Français avons une histoire, on a tendance parfois à l'oublier. Et le génie français, c'est d'avoir, par l'État, réussi à unir dans un destin commun des peuples qui, à l'origine, c'est vrai, avaient des cultures, des langues extrêmement différentes. C'est le génie français, c'est le miracle capétien, on a appelé ça, parce que vous savez qu'après l'empire de Charlemagne, on a eu le système féodal, et puis on a eu cette extraordinaire lignée capétienne qui, par les guerres, par les mariages, par un génie juridique aussi, a réussi à unifier cet État et à lui donner des bases communes et donc à créer des liens entre tous ces peuples. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais d'assez fragile. Ça a continué par la suite, puisque vous savez qu'il y a eu des faits très forts dans notre histoire, avec le décret de François Ier qui a institué à Villers-Cotterêts, ville que le Front National a gagnée, d'ailleurs, la langue française comme langue officielle. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que le sentiment français, l'identité française, elle passe indéniablement par l'État. Puis c'est pas le cas partout. En Angleterre, par exemple, ça n'est pas un État-nation. L'État est extrêmement faible. La nation préexistait à l'État de par un peuple qui était plus homogène que le nôtre. Le sentiment français, on le date souvent, c'est un peu caricatural, mais il y a quand même un petit peu de vrai à Bouvines. Vous savez, cette bataille de Philippe Auguste en 1214. Ce qui m'amuse un petit peu quand on entend dire nos élites, dire vous avez avant la Révolution française, il n'y avait pas de France. C'est assez cocasse, à moins de considérer que le château de Versailles ou que le Mont Saint-Michel ne sont pas français. Bien évidemment que l'histoire de France s'inscrit de façon assez exceptionnelle, d'ailleurs dans une histoire millénaire. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette attaque de l'État français par différents moyens, parce que la disparition de l'État en France est bien plus grave qu'elle ne l'est dans d'autres nations européennes, parce que la fin de l'État français, ça peut être la fin de l'histoire de France telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je vous le dis parce que, associé à ça une immigration extrêmement importante, qu'est-ce qui demain, si ce n'est les liens de l'État, je ne parle pas d'un État gargantuesque comme on peut le déplorer, mais d'un État, je le rappelais, stratège, intelligent, qu'est-ce qui demain va unir des Alsaciens à des Bretons, ou des Bretons à des Corses, ou des Corses à des Réunionnais, ou des Réunionnais à des Calédoniens, si ce n'est cet État? Et bien je vous le dis, malheureusement, plus grand-chose. Plus grand-chose. C'est pour ça qu'il faut être, je crois, nous en France, particulièrement sensibles à cette question du transfert des compétences. Alors, c'est assez cocasse, ces élites, elles sont françaises, et je vous le disais, elles luttent contre la France, elles sont hauts fonctionnaires, et pourtant, elles détruisent les services publics, elles sont élues démocratiquement, et pourtant, elles n'ont de cesse de bafouer la démocratie. Enfin, vous voyez bien, la France est un déni de démocratie dans son fonctionnement. Nous avons un conseiller général, alors qu'aux dernières élections, nous avions fait 15,6%, à peu près, l'UMP avait fait 16, ils en ont 350 lors de ce renouvellement. Nous avons 2 députés.
quand les écologistes qui font 2% de locaux présidentiels en ont 18. Vous voyez l'incohérence. Nous avons un système qui a été volontairement construit afin de créer le bipartisme en France. Nous avons également un mépris à l'égard de la démocratie qui est absolument extraordinaire. Concernant ce traité transatlantique, je vous le dis, j'ai posé la question à notre ancienne ministre des Affaires extérieures qui a affirmé qu'il n'y aurait pas de référendum sur ce sujet, que ce sera le Congrès qui se prononcera. Bien évidemment, ils savent, on sait pourquoi plutôt. Et il y a ce fameux traité de Lisbonne, qui est un scandale incroyable d'avoir ainsi complètement ignoré quelques mois plus tôt la volonté des Français qui avaient dit non à la Constitution européenne. Alors ils sont antidémocratiques et surtout ils se disent républicains, toutes ces élites, puisque c'est leur signe de ralliement. Vous savez, tous ceux qui ne sont pas avec eux sont anti-républicains. C'est le grand cercle républicain. Je m'amuse beaucoup de ce front républicain, car je pense que, très honnêtement, le seul parti qui défend la République encore aujourd'hui, c'est le Front National. Et on peut le démontrer d'ailleurs de mille manières, puisque ne serait-ce que sur les valeurs qui sont censées porter cette République, il y a d'abord la liberté dont nous sommes privés aujourd'hui, puisque nous sommes privés du droit de choisir de notre destin en matière budgétaire, en matière territoriale, en matière monétaire, en matière législative, et tu l'as rappelé. Mais il y a l'Union européenne et il y a également la Cour européenne des droits de l'homme, dont on oublie trop souvent de dire, comme la Cour de justice de l'Union européenne, que leurs décisions sont obligatoires en France. C'est-à-dire que la jurisprudence faite par des juges étrangers s'impose en France. Et il ne faut pas nier cela, car le droit de l'immigration, en grande partie, vient de ces juridictions supranationales. Parmi les valeurs de la République, la liberté, l'égalité. Moi, j'aimerais bien savoir où est l'égalité et la justice sociale lorsque l'on sait qu'aujourd'hui 2 Français sur 3 se privent de soins pour des raisons financières, quand 800 millions d'euros sont consacrés à la prise en charge à 100% des soins de clandestins en France. Moi, je trouve ça assez immonde en période de crise, puisque je considère que charité bien ordonnée commence par soi-même. L'égalité, selon leur vision, c'est par exemple, on a des exemples assez quotidiens, de supprimer le sapin de Noël dans les écoles, de supprimer la galette des rois, car ça fait référence à l'épiphanie, mais à l'inverse, c'est de mettre du halal dans les cantines, ou de supprimer le porc, ou de faire des... L'égalité, c'est également de déverser des millions dans les banlieues françaises, parce qu'on dit souvent que les banlieues françaises sont exclues de la République, elles sont hors de la République, c'est comme ça qu'on leur trouve beaucoup d'excuses. Je crois que les campagnes françaises seraient heureuses de toucher ne serait-ce que le quart de ce que touchent les banlieues françaises et de susciter ne serait-ce que le quart de l'attention politique que suscitent les banlieues françaises. Parce qu'elles bénéficient d'investissements, d'infrastructures, de soutien à des associations qui sont considérables. Il faut quand même bien en avoir conscience. Et en cela, j'accuse le gouvernement d'inégalité, d'injustice sociale, et j'irais même jusqu'à dire de préférence étrangère, il faut bien le dire, dans notre propre pays. Et liberté, égalité, fraternité, on entend beaucoup parler de ce mot, les socialistes aiment d'ailleurs beaucoup se parer de moralité et de bons sentiments. Il n'y a qu'un malheur, c'est que la fraternité, ça ne se fabrique pas politiquement, ça se vit, ça se ressent. Et pour être fraternel entre nous, encore faudrait-il avoir le sentiment que notre peuple existe, qu'il est uni, que nous avons des choses en commun, parce que c'est un affect, la fraternité. Vous êtes naturellement, instinctivement, et c'est tout à fait logique, plus fraternel avec votre famille qu'avec vos voisins, plus fraternel avec vos voisins qu'avec quelqu'un de la région d'à côté, et plus fraternel certainement avec un Français qu'avec un étranger. Et c'est dans la logique des choses parce que nous avons chacun, même si nous avons des spécificités, le sentiment d'avoir des choses en commun qui nous lient, une langue, indéniablement, une tradition, une culture, un mode de vie. Et je crois que c'est la grande différence que nous avons entre
entre eux et nous, c'est que déjà, pour partager ces choses en commun, il faut déjà en avoir conscience. Il faut accepter que la France, je vous parlais de son histoire un petit peu tout à l'heure, est une civilisation qui est gréco-latine. C'est une civilisation qui a des racines chrétiennes, indéniablement, et qui est porteuse d'un mode de vie. Quoi qu'on en dise, je choque un peu souvent en disant cela, mais chez nous, je crois qu'on peut le voir, évidemment c'est assez flagrant lors de la Renaissance, on ne cache pas les femmes, bien au contraire, on les courtise, on les admire, on les... Avec une certaine impudeur, d'ailleurs, il faut parfois le dire, et c'est dans cela que c'est très agréable, je suis en cela très malheureuse d'ailleurs que Ségolène Royal veuille interdire les décolletés. Je trouve que, je vous le dis, c'est une forme de résistance, je crois, de mettre des décolletés en ces temps qui courent. Et je crois que c'est assez criminel aujourd'hui de la part de nos élites de refuser ce terreau commun, parce que c'est ce terreau commun aussi qui permet justement aux nouveaux arrivants sur le territoire de participer de notre peuple et de ne pas y être exclus. Et en ça, je crois que c'est le miracle justement de l'assimilation républicaine, qui est un principe fondamentalement républicain, qui est aujourd'hui totalement foulé aux pieds. Moi, je crois vraiment à l'assimilation, j'y crois. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne. On a eu de nombreux exemples dans notre histoire, mais pour s'assimiler, encore faut-il savoir à quoi on s'assimile. Pour cela, il faut définir donc une base commune. Et cela, il le refuse. Il le refuse parce que ce soit l'UMP d'ailleurs dans les faits, ou le PS dans les faits et les paroles, sont les défenseurs d'un modèle social qui est entièrement différent, qui est celui du communautarisme à l'anglo-saxonne, qui existe d'ailleurs en Angleterre, qui considère qu'il n'y a pas, si vous voulez, de préséance d'une identité sur l'autre. C'est-à-dire que toutes les personnes, également arrivées extrêmement récemment sur le territoire, ont droit de vivre selon leur mode de vie, leur culture, leur religion, sans aucune concession. Et tout cela doit coexister de façon absolument merveilleuse. Et tant pis si vous avez le sentiment, finalement, de participer à un peuple ancestral avec quand même quelques références. Votre mode de vie n'a pas à avoir de préséance sur ceux qui arrivent après vous. Bien, nous combattons cela, nous le combattons non pas simplement par principe, nous le combattons par conviction, car nous pensons que c'est le gage justement du bien vivre ensemble. Que ce bien vivre ensemble, indéniablement, il passe par la construction de cet affect commun, qui passe par l'assimilation. Et très honnêtement, ça n'est pas quelque chose d'infaisable. Ça s'est fait, ça s'est vu par le passé, et pour cela, encore faut-il faire preuve d'un peu d'exigence. Un petit peu d'exigence, encore faut-il se respecter soi-même. Je crois que le grand drame du peuple français, c'est qu'aujourd'hui, il ne se respecte plus. Il ne s'aime plus. Il ne s'aime plus aussi parce qu'il ne se connaît pas. Il ne se connaît plus, j'ai envie de vous dire. Et cela, d'ailleurs, est organisé de façon assez pernicieuse. Lorsque l'on vide petit à petit les programmes d'histoire des grands mythes français auxquels on se réfère, voilà, indéniablement, eh bien, on condamne les Français à l'oubli. On leur explique qu'ils finalement ils n'ont rien en commun, qu'ils n'ont pas de passé qui doit justement être le fil conducteur de cet avenir. Et alors, pour faire preuve d'exigence, encore faudrait-il, dans un premier temps, redonner un peu de valeur à cette nationalité française, qui aujourd'hui est totalement bradée, il faut bien le dire, par l'acquisition automatique de la nationalité. Il suffit aujourd'hui de naître sur le sol français pour pouvoir acquérir automatiquement la nationalité à 18 ans. Alors on dit oui, souvent, oui, mais quand même, ces jeunes qui ont grandi sur le territoire, oui d'accord, et ceux qui ont été condamnés 18 fois avant d'arriver à leurs 18 ans. Parce que eux aussi, ils ont le droit à la nationalité. C'est un peu le problème, si vous voulez, c'est que l'acquisition automatique, vous n'avez pas de tri. Voilà, donc vous pouvez arriver à 18 ans, comme on le voit d'ailleurs maintenant assez fréquemment, il faut bien le dire, avec de nombreuses condamnations, y compris pénales, et acquérir en toute tranquillité la nationalité française et l'ensemble des droits qui s'y attachent. En cela, oui, merci M. Sarkozy pour la départementalisation de Mayotte, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, les lois de la République s'appliquent à Mayotte, et qui fait que cette île est totalement submergée par l'immigration, où les femmes viennent
coucher sur le territoire, et puis à partir du moment où elles arrivent sur le territoire en accouchant ou avec leurs enfants, bien immédiatement les enfants sont automatiquement scolarisés parce que c'est la République, donc elles deviennent inexpulsables, donc à terme elles sont régularisées, leurs enfants acquièrent la nationalité, c'est un cercle sans fin et un signal totalement délétère qui est envoyé au monde entier, absolument. Je crois que, bien évidemment, l'assimilation ne peut se faire aussi que dans le cadre d'une immigration contrôlée. Parce que je vous le disais, pour s'assimiler, encore faut-il savoir à quoi s'assimiler. Je crois que nous avons un peuple qui a les moyens d'être un référent culturel. Or, si vous avez, disons, un immigré d'origine extra-européenne qui vient s'installer dans une banlieue française, et que celui-ci se retrouve, donc, imaginons c'est un Tunisien au milieu de 8 autres Tunisiens, et puis, on va dire, un seul Français de souche. À qui s'assimile-t-il ? À un moment donné, j'ai envie de vous dire, il y a une logique de la loi du plus fort. Le problème de ce communautarisme, c'est que donc ces personnes arrivent sur le territoire et se retrouvent, d'une certaine manière, totalement mises à l'écart de la société, puisqu'elles sont totalement, embourbées, j'ai envie de vous dire, dans une culture qui n'est pas celle de la France. Et donc, de ce fait-là, ils n'ont pas le réflexe, la volonté de s'assimiler. Mais le problème, c'est que cette immigration, en l'état actuel de l'Union européenne, n'est pas contrôlable. Elle n'est absolument pas contrôlable parce que l'Union européenne est profondément immigrationniste dans sa politique. Et tu l'as un peu relevé tout à l'heure pour des raisons qui, croyez-moi, n'ont rien à voir avec les droits de l'homme et la main sur le cœur. Ce sont des raisons économiques, bien évidemment, pour créer une tension sur le marché du travail et donc tirer à la baisse sur les salaires. Tu l'as rappelé brillamment tout à l'heure. Et malheureusement, cette immigration n'est pas contrôlable parce que nous sommes victimes de l'espace Schengen. Vous savez, cet espace qui permet la libre circulation des hommes partout au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une personne pénètre dans un pays des 28 de l'Union européenne, eh bien, elle peut circuler librement partout au sein de l'Union européenne. Et croyez-moi qu'au tourisme migratoire, la France est la grande gagnante. Puisque bien évidemment, si des clandestins parviennent à rentrer sur le sol européen, ce qui n'est pas très compliqué, vu qu'il n'y a pas vraiment de frontières au sein de l'Europe, et bien le premier pays où ils se rendent, c'est bien évidemment la France. Puisque vous arrivez sur le territoire, vous êtes inexpulsable, voire vous êtes régularisé, vous êtes logé, vous êtes nourri, vous êtes soutenu par des associations, le plus souvent d'ailleurs financées par les pouvoirs publics, vos enfants sont scolarisés, donc finalement de quoi se plaindre dans ces conditions. Et je dois dire que M. Valls m'amusait beaucoup lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, puisque en réalité il condamnait, il critiquait les effets des causes qu'il adore, puisqu'il ne s'est en rien opposé à l'entrée de la Roumanie ou de la Bulgarie dans cet espace Schengen, qui aujourd'hui font que, évidemment, des populations extrêmement importantes de l'Est de l'Europe arrivent dans des proportions considérables, et on le voit de façon assez flagrante avec les Roms, et participent de la désagrégation de notre modèle identitaire et même social, puisque l'immigration coûte 70 milliards d'euros à la France par an. Et évidemment, ce sont des budgets qui sont sanctuarisés. Immigration, intégration, on n'y touche pas, voire on les augmente. On touche aux classes moyennes, mais on se refuse pour des raisons idéologiques à toucher à cela. Il déplore les camps de Rome et il déplore la montée de la radicalisation. Vous savez qu'aujourd'hui, la France s'est confrontée à un phénomène assez inédit qui, sur son propre territoire, voit la montée d'un islamisme radical. Vous avez certainement entendu parler du fait que 700 Français sont allés faire le djihad en Syrie. 700 Français, combien de milliers qui aimeraient y aller, combien sont méconnus, qu'allons-nous faire de ces gens lorsqu'ils vont revenir sur le territoire français? Ils se refusent à leur déchoir de leur nationalité. Ça veut donc dire que ce sont des gens qui vont faire des cellules terroristes et participer encore, bien évidemment, de cette radicalisation. Et je dois dire que la France et l'Union européenne sont assez contradictoires sur ces sujets, puisqu'ils condamnent évidemment ces personnes qui partent faire le djihad en Syrie, beaucoup de jeunes d'ailleurs, extrêmement jeunes, mais dans le même temps, ils vont soutenir les radicaux islamistes dans les conflits internationaux. Et en cela, d'ailleurs, en totale collaboration, ce sont le bras armé, d'une certaine manière, des États-Unis. Vous l'avez vu, dans ces conflits extrêmement complexes que sont la Syrie et la Libye, la France, les médias français plutôt, ont tendance à nous présenter cela de façon extrêmement simpliste.
Il y a les gentils, il y a les méchants. Il y a la population opprimée et il y a les dictateurs sanglants. La vérité, c'est que tout ça cache des enjeux géostratégiques beaucoup plus complexes que cela. Et les États-Unis, en cela, dans tous ces pays, plus largement du Moyen et du Proche-Orient, cherchent en réalité à récupérer les énergies fossiles qui s'y trouvent, entre autres, en faisant tomber les régimes autoritaires, certes, indéniablement, mais laïques, au profit de régimes sunnites, qui sont des régimes radicaux, mais à leur botte, en tout cas pour un certain temps. Et la France, à travers l'Union européenne, a eu un rôle assez criminel dans ces conflits, il faut bien le dire, puisque aujourd'hui on ne vous parle plus du tout de la Libye, mais la Libye est à feu et à sang, et les minorités, notamment chrétiennes, sont massacrées dans l'indifférence générale. La Syrie, nous sommes allés soutenir donc, les rebelles syriens, composés à 80% de djihadistes, de gens qui sont pour l'instauration de la charia, et qui ne manqueront pas demain d'aller également massacrer les minorités, notamment chrétiennes, qui sont dans ces pays. Alors comment déplorer justement cet engagement de nos jeunes Français lorsque la France envoie des signaux aussi graves en mettant le doigt dans ce type de conflit? Mais l'Union européenne ne s'arrête pas là. Elle va non seulement aider les États-Unis dans sa conquête des énergies fossiles, j'ai envie de vous dire, mais elle le fait également en porte-à-faux avec la Russie, puisque tous les derniers conflits qui ont eu lieu au sein même de l'Europe, on l'a vu en Tchécoslovaquie, on l'a vu au Kosovo, on le voit aujourd'hui en Ukraine, les États-Unis cherchent à couper la Russie de ses derniers liens avec l'Europe occidentale, à la pousser vers l'Asie. Et pour cela, elle met le ver dans le fruit d'une certaine manière et alimente des guerres civiles qui petit à petit conduisent à la partition de ces pays et font perdre l'influence de la Russie sur ces pays. L'Ukraine en cela est assez marquant, c'est assez drôle de voir l'Union européenne s'indigner véritablement du viol du droit international suite au référendum sur la Crimée, puisque quand c'était le Kosovo, ça ne les dérangeait pas du tout. Kosovo, là, ils ont pu faire leur référendum en totale contradiction avec le droit international, c'était tout à fait merveilleux. Eh bien, aujourd'hui, la vérité, c'est que l'Union européenne et la France ont soutenu une rébellion, un coup d'État, d'un gouvernement donc illégal, qui aujourd'hui est composé d'un parti qui s'appelle le Parti Svoboda, qui sont des partis néo-nazis. Des partis qui commencent leur meeting en faisant des saluts nazis. Et dont les déclarations, je peux vous le dire, sont pour le moins antisémites, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'il y a les bons et les mauvais nazis pour l'Union européenne. Vous aurez remarqué, là ça ne le dérange absolument pas. C'est donc également et c'est dans ces conditions qu'ils veulent faire aboutir une politique de défense européenne. Je vous signale que ça c'est toujours dans les cartons. C'est-à-dire que la France n'aura plus une diplomatie qui lui est propre, qui a longtemps été une diplomatie respectée parce que justement c'était une diplomatie de non-ingérence, c'était une diplomatie de respect des grands équilibres. La France était justement ce lien entre les grandes puissances comme la Russie et la Chine, mais également les États-Unis, sans être le vassal d'une de ces grandes puissances. Et bien malheureusement, si cela aboutit, si nous ne l'endiguons pas, eh bien nous serons au service des intérêts des États-Unis. Et je le déplore d'autant plus que l'Union européenne est immigrationniste, mais cette immigration a des conséquences beaucoup plus larges qu'économiques, identitaires, elle a également des conséquences sécuritaires. Nous sommes le seul pays, le seul parti, pardonnez-moi, à avoir le courage de dire qu'il y a indéniablement un lien entre insécurité et immigration. Il suffit de voir la carte de l'insécurité en France et de constater qu'elle correspond à la carte de l'immigration. Bien évidemment, le communautarisme également, ce fait de ne plus participer à un peuple commun, cette volonté de détruire la République, participe d'un irrespect généralisé de la société française qui accélère ce mouvement. Et nous sommes face à un fléau qu'il faut prendre très au sérieux. L'islamophobie, on en parlait tout à l'heure, vous savez, c'est 250 actes à peu près par an. C'est l'observatoire de l'islamophobie qui me le dit. Il y a un observatoire pour l'islamophobie, très important, 250 actes par an. En France, il y a 200 viols par jour. 200 viols par jour. Par contre, l'islamophobie, ça, on fait des petits fours, on fait des grands concerts engagés. Par contre, les 200 viols par an en France, ça intéresse strictement personne.
Non seulement ça n'intéresse pas, mais en plus de surcroît, tu l'as dit, on supprime 13 500 postes de policiers sous Sarkozy, on supprime la double peine, qui fait que, Sarkozy d'ailleurs ça également, qui fait qu'un étranger qui était condamné en France à l'issue de sa peine était renvoyé dans son pays, on supprime les peines planchées, vous me direz, elles n'avaient jamais été appliquées, on refuse la prévention de légitime défense aux policiers, on refuse de construire 40 000 places de prison, et en parallèle, eh bien, on laisse s'instaurer du coup dans les prisons surpeuplées des zones de non-droit. Parce que moi je dois vous dire que j'ai des témoignages quand même assez inquiétants, où ils me disent que finalement ils sont si peu nombreux dans les prisons qu'ils sont obligés de laisser les bagarres se dérouler sanglantes dans les cours de récréation, disons dans les cours de promenade, voilà, plus exactement, où les gardiens de prison m'expliquaient que donc ils n'intervenaient pas parce qu'ils étaient en sous-effectif et que les détenus venaient leur apporter les corps évanouis devant la porte à la fin des promenades. Voilà où on en était, où on a la multiplication d'ailleurs d'agressions à l'égard de nos gardiens de prison, que l'on est face à une recrudescence des trafics de drogue et d'armes dans les prisons, puisque l'Union européenne a eu la merveilleuse idée d'interdire la fouille systématique à la sortie des parloirs. Parce que c'était pas humaniste, c'était pas gentil, donc du coup on a interdit la fouille systématique. Et donc on se retrouve avec, donc, sous couvert de protection des droits de l'homme, et bien justement la violation des droits les plus fondamentaux dans les prisons, puisque c'est l'accélération généralisée de bien, la violence, les trafics en tout genre, les viols même parfois, malheureusement, et que la prison aujourd'hui, c'est vrai, est devenue une zone de non-droit. Alors, les grands Roms, oui bien sûr, qui sont la conséquence directe de l'espace Schengen, mais nous sommes donc face à, j'ai envie de vous dire, une politique sécuritaire qui n'est absolument pas prioritaire, indéniablement, mais c'est pas tellement le plus compliqué à changer. Je veux dire, ça, ce sont des choix politiques. Le plus dur va être la rupture idéologique, parce que la grande perversion aujourd'hui de la France, à travers la magistrature d'ailleurs, et notamment un syndicat, le syndicat de la magistrature, qui est le grand partenaire de Madame Taubira, vous savez, ceux qui ont fait le mur des cons, où ils sont permis de mettre comme con, l'un des présidents d'associations dont la fille s'était fait violer. Ces gens-là participent également d'un laxisme judiciaire absolument désastreux, où finalement ils considèrent que les délinquants sont les nouvelles victimes, victimes de la société, victimes de l'exclusion, victimes du racisme, victimes de la xénophobie. On déresponsabilise complètement les individus, c'est parce qu'ils sont pauvres finalement, c'est parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont délinquants. Ils sont pauvres, mais je peux vous dire que si vous allez un petit peu dans les campagnes françaises, vous allez voir ce que c'est également que la pauvreté, cette pauvreté qui est oubliée. Ces gens-là sont souvent au chômage, vivent les minima sociaux. Je ne crois pas pour autant que leurs enfants volent, violent, tuent, font du trafic de drogue, parce qu'ils arrivent malgré tout à leur transmettre un minimum de valeur. Donc cet effet est extrêmement pervers, bien évidemment. Je me souviens notamment d'un monsieur qui m'avait brisé le cœur, je dois dire en concluse. Ce monsieur était en fauteuil roulant, et un soir, il a le malheur de rentrer de son travail en voiture, et puis des jeunes s'amusaient à lui lancer des cailloux dans des boules de neige sur sa voiture. Donc il a comment dire, la réaction de sortir pour voir ce qu'il se passe, et là il tombe sur 4 mineurs qui l'insultent clairement, le traitant de sale français, face de crêpe, je ne vous passe le détail, qui lui tombe dessus sans raison, le tabasse à tel point qu'il en perd l'usage de ses jambes. Eh bien ces jeunes ont pris 1 an avec sursis. Voilà, 1 an avec sursis. Quand le jeune homme qui lance des chats contre le mur, lui, prend un enfer. C'est logique. Donc voilà l'aberration dans laquelle on se trouve. Le problème, c'est que, comme le disait Bernard, tout cela n'est réformable que si nous récupérons les leviers de notre politique. Parce que, tu l'as relevé également, ils vont nous refaire le coup, que ce soit l'UMP ou le PS, des réformes, de changer l'Europe. Chaque campagne depuis Maastricht ont eu le même slogan, que ce soit chez les Verts, que ce soit chez le PS, que ce soit chez la droite, changer l'Europe. Mais le drame, c'est que cette Europe, elle est irréformable. Elle est totalement irréformable en l'état, c'est une machine qui ne fait qu'accélérer. Imaginez un Parlement européen où il y a 766 députés, 24 langues officielles, vous imaginez le député italien répondre à l'intervention ironique du Slovaque. Vous imaginez que ce n'est absolument pas au Parlement européen que les choses se décident, bien évidemment.
c'est la Commission européenne qui a l'initiative, le monopole de l'initiative parlementaire. Et ce sont les petits conciliabules qu'on appelle notamment les trilogues, dans lesquels se déroule la décision politique. Et cette décision politique ne sera évidemment pas endiguée facilement. Alors, tu l'as rappelé, Bernard, ne soyez pas dupes. Le PS ne fait pas campagne, ils se font oublier, ils ont bien raison. L'UMP s'empêtre dans la confusion idéologique la plus totale, qui est consubstantielle d'ailleurs à leur famille politique. Souvenez-vous, pour les plus anciens du RPR, c'était Pasqua contre Seguin. Puis après, ça a été la fusion RPR-UDF. Mais n'oubliez pas, les fédéralistes ont gagné. Dans cette confusion idéologique qu'ils maintiennent, c'est une forme de caution, les fédéralistes ont gagné contre les Gauliens. Tenez-vous-en aux actes. L'UMP a participé depuis des décennies à cette construction européenne. Chaque fois, ils ont signé les traités, chaque fois, ils ont libéralisé de plus en plus l'ouverture des frontières, ils ont voté la baisse de 70% des taxes d'importation avec le Maroc, et ils ont fait tout cela sciemment, main dans la main avec le PS. C'est pourquoi je vous dis que le Front National a au moins le mérite de la cohérence. Depuis Maastricht, nous avons eu toujours la même position contre cette construction européenne, qui était de dire que c'était une utopie, que c'était un mensonge, parce que nous ne sommes pas les États-Unis d'Europe. Nous sommes une vieille nation millénaire avec nos économies structurelles, nos traditions sociales, nos traditions politiques également, nos diplomaties respectives, nos traditions et nos moyens militaires, et qu'en cela nous ne pouvons pas fusionner cet ensemble sans que cela desserve forcément les pays les plus riches. Et la partition de l'Ukraine, par exemple, serait d'un drame. 300 € de salaire moyen en Ukraine. 300 € de salaire moyen. Il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui en Grèce, c'est le retour à l'âge de pierre. Plus 50% d'augmentation de la mortalité infantile. Plus 50% d'augmentation de la mortalité infantile. 30% de chômage, 60% chez les jeunes. 500 € de moyenne de salaire. Ah, c'est sûr, aujourd'hui, ils sont compétitifs avec les Chinois des grandes villes. Ils sont super compétitifs, hein, ça c'est bon, on est content. C'est plus ou moins ce qu'ils essayent de faire en France. Donc ne soyez pas dupes. Votez, faites la promotion d'un mouvement qui a toujours été cohérent dans sa vision de l'Europe, qui est un parti qui est lucide, qui a de nombreux partenaires en Europe, parce que soyez assurés que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous avons beaucoup de partenaires européens qui sont des grands partis. Des grands partis. Le FPÖ, par exemple, en Autriche, a 40 députés. Actuellement, ce sont des gens qui sont sur la même ligne politique que nous et qui vont nous permettre d'obtenir un groupe au Parlement européen. Et avec ce groupe, nous pourrons non seulement contrôler l'action, bien évidemment, vous en informer, mais surtout constituer des minorités de blocage. Des minorités de blocage pour les grandes décisions qui vont arriver et qui, je crois, si nous arrivons premiers à ces élections, vont forcer à la crise politique, j'ai envie de vous dire, en France, et donc forcer probablement François Hollande à un certain repositionnement, en tout cas je l'espère, s'il a un minimum de conscience politique. Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais voir avec vous. Je vous remercie de votre attention. Et je vous invite Je vous remercie de votre attention et comme il est tradition au Front National, je vous invite à vous lever et à chanter la Marseillaise.